Dernier exemple que nous allons voir, l'exemple du comparator. Donc toujours sur le même principe, j'ai créé une interface fonctionnelle comparator qui est une simplification de l'interface comparator que l'on a dans le JDK. Et dedans, on va rajouter des éléments qui vont nous permettre de comprendre comment l'interface comparator du JDK a été construite. Donc, si l'on va voir dans le code, pour l'instant, j'ai juste créé une instance de comparator, mais sans lui donner de valeur. Donc, j'ai juste une variable de type comparator de user qui va me permettre de comparer différents users. Alors, ma classe user, elle est très simple. C'est juste un bin classique avec deux champs privés name et age, deux constructeurs, un constructeur vide et le constructeur qui prend les valeurs des champs, les getters et les setters traditionnels, et puis une méthode toString à la fin. Donc, je veux que mon comparator puisse me permettre de comparer les utilisateurs que j'ai créés dans l'ordre alphabétique de leur nom. Comment est-ce que je peux faire ce genre de choses? D'abord, il faut que je me rappelle que mon comparator, c'est une interface fonctionnelle, donc je peux l'implémenter avec une lambda. Pour ça, j'ai besoin d'identifier la méthode abstraite qu'il faut que j'implémente, qui est la méthode compare qui se trouve ici, qui prend deux objets à comparer et qui retourne un entier. Donc écrivons ça. U1 et U2, ce sont les deux utilisateurs que je veux comparer. Je dois retourner un entier, donc déjà si je retourne 0, mon code doit compiler. Et puis ensuite, qu'est-ce que je veux retourner? Je veux retourner en fait la comparaison du nom de ces utilisateurs. Donc je peux faire string name1 égale u1.getName, string name2 égale u2.getName, et puis comparer name1 avec name2. Ce sont des chaînes de caractères, et sur la classe string, j'ai une méthode comparTo parce que la classe string implémente une interface qui s'appelle comparable et qui définit cette méthode comparTo. Donc déjà, si j'exécute ce code, en principe, il doit fonctionner. Effectivement, j'ai bien Kylian qui est plus petit que N'Golo, Blaise qui est plus petit que N'Golo, et Blaise qui est plus petit que Kylian, au sens du comparator que j'ai créé. Regardons ce comparator d'un peu plus près. En fait, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? J'applique une transformation à U1 et à U2 qui consiste à extraire leur nom. Cette transformation, elle prend une instance de user et elle retourne une instance de string. Donc cette transformation, je peux la modéliser avec une function. Je vais écrire cette function. Il s'agit d'une function traditionnelle de JavaUtilFunction. Le premier paramètre, c'est le paramètre que prend cette fonction. Donc ici, c'est un user. Et le deuxième, c'est le paramètre que retourne cette fonction. Et cette fonction, je vais l'appeler getName. Cette fonction, elle prend un user et elle fait juste user.getName. Et maintenant que j'ai cette fonction, je vais pouvoir l'appliquer à U1, getName.apply de U1, et faire la même chose sur U2, getName.apply de U2. Et quand j'en suis arrivé là, je peux me poser une question, mais ce bloc de code, en fait, la construction de ce comparateur de user, de quoi est-ce qu'il dépend? Pour savoir de quoi un bloc de code dépend, j'ai une astuce. Je vais sélectionner ce bloc de code et je vais demander à Eclipse de me l'extraire dans une méthode. Eclipse va faire ça et va identifier lui-même de quoi ce bloc de code dépend et va mettre ses dépendances dans les paramètres de cette méthode. Donc je vais faire CTRL1, extract méthode. Il a nommé cette méthode extracted, peu importe. Et si je regarde cette méthode extracted, je vois qu'en fait, elle prend en paramètre uniquement cette fonction qui s'appelle getName, qui prend un user et qui retourne une chaîne de caractères. Donc en fait, la construction de ce comparateur ne dépend que de la fonction que je viens d'écrire. Une fois que j'ai cette fonction, je peux la passer en paramètre de la méthode extracted, et la méthode extracted va me construire une instance de comparateur. Cette méthode extracted, en fait, je ne vais pas la laisser là. Je vais la couper et je vais aller la coller dans l'interface comparator elle-même. Pourquoi? Parce que c'est une méthode statique qui est une méthode factory de l'interface comparator. Factory, ça veut dire qu'elle est capable
de construire des instances de comparator. Et du coup, le code appelant que j'ai ici, qu'est-ce qu'il va devenir? Il faut que je lui dise que la méthode extracted, elle est définie sur l'interface comparator. Et là, du coup, je peux renommer cette méthode extracted en une méthode, par exemple, comparing. Je suis en train de comparer des utilisateurs à l'aide de la fonction getName, qui est juste l'extraction du nom de mes utilisateurs. Dans le code appelant, j'ai donc cette méthode qui s'appelle maintenant comparing. Elle prend une fonction qui prend un user et retourne une chaîne de caractères que j'ai appelée getName. Mais en fait, le paramètre de cette méthode, ça pourrait être n'importe quelle autre méthode que getName. Donc j'ai changé son nom et je vais l'appeler keyExtractor. Pourquoi est-ce que je l'appelle keyExtractor? Tout simplement parce que c'est la fonction qui me permet d'extraire des objets que je veux comparer, une clé qui va me servir précisément à la comparaison. Je peux maintenant inliner ces variables intermédiaires parce qu'en fait j'en ai pas vraiment besoin. CTRL 1, inline local variable, CTRL 1 sur name2, inline local variable, et là je me rends compte que la lambda qui permet de définir ce comparator, il n'y a plus qu'une seule ligne de code dedans, donc je vais pouvoir simplifier cette expression en retirant les accolades et le return. De la même façon qu'on s'était protégé contre les null pointer exception quand on a fait des consumers et des prédicats, on se rend compte que si le keyExtractor qu'on nous passe en paramètre est nul, on va retourner une lambda qui ne pourra rien faire d'autre que de générer une null pointer exception. Donc ici aussi, il faut qu'on se protège contre ça. Donc je vais juste rajouter le code objects.requireNonNull de keyExtractor. Ça, c'est une précaution de base et qu'il faut systématiquement prendre quand on écrit ce genre de méthode. À ce stade, je peux aller encore un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que finalement, le fait que ce soit un user que cette fonction prend en paramètre n'est pas utilisé dans le code qui est ici. Ça pourrait être en fait n'importe quel type d'objet. Ce comparator est un comparator de t, et cette fonction, tout ce que je veux, c'est qu'elle prenne des objets de type t et qu'elle retourne des chaînes de caractères. Alors, le problème, c'est que si je cherche à utiliser la variable t de comparator de t dans un élément statique, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que ce paramètre t, qui permet de paramétrer le type comparator, en fait, il est défini au niveau de l'instance de comparator, pas au niveau des éléments statiques. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir que je définisse un autre paramètre t, et je vais dire que ce truc-là me retourne en fait un comparator de t. Là, j'ai plus besoin de la classe user. La classe user, elle n'est plus utilisée dans ce comparator.